Très heureuse de vous retrouver dans le grand débat de Financial Afrique. Bonjour à toutes et à tous. Alors, 6 nouveaux membres, dont 2 pays africains, vont officiellement adhérer dès le 1er janvier 2024 au BRICS. Plusieurs autres pays africains avaient manifesté l'intérêt de faire partie de ce club des économies émergentes. Au final, seuls l'Égypte et l'Éthiopie ont été retenus lors du sommet des BRICS tenu du 22 au 24 août à Johannesburg, en Afrique du Sud. L'enthousiasme des pays africains vis-à-vis des BRICS est au centre du grand débat de Financial Afrique. Pour en parler, je suis en compagnie de Adam Awad, directeur de publication du magazine Financial Afrique. Bonjour. Bonjour Dominique Mabika. Également de Rivo Ratsimondrezi, CEO de la RDE, catalyseur des PME, je dirais le défenseur des PME. Bonjour. Bonjour Dominique, bonjour Adama, ravi d'être là. Plaisir partagé. Oui, partagé également. Alors, vous l'avez compris, le cadre des BRICS, ou BRICS plus 6, avec l'adhésion dès le 1er janvier 2024, comme nous le disions tout à l'heure, de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Iran, des Émirats Arabes Unis et de l'Argentine, est-il la panacée pour l'Afrique? Je vais me tourner du côté de Rivo. Alors, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à toute l'Afrique et puis à sa diaspora. Ravi d'être là, comme je disais tout à l'heure, demain pour débattre avec Adama. Alors, je pense que prendre ainsi, est-ce que c'est la panacée pour l'Afrique? Je dirais, moi je suis quelqu'un qui est contre tout ce qui est monopole, même le duopole. C'est-à-dire, en gros, lorsque vous créez une entreprise, lorsque l'entreprise a le monopole sur un marché, en général, ça tourne souvent à la catastrophe. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que, est-ce que c'est la panacée? Je trouve que je suis juste heureux que désormais, on a une alternative. Parce que pendant très longtemps, on aura l'occasion d'échanger, le FMI, c'était le seul recours pour tout ce qui est prêt des États en dernier recours. Désormais, il y a le BRICS. Donc, il y a une deuxième offre. Donc, c'est trop tôt, je pense, que pour le dire, parce qu'on n'a pas encore des données. Mais sur ce principe-là, je suis content que désormais, on aura le choix. Parce qu'avant, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que vous avez un problème, vous ne pouvez que vous tourner que vers le FMI. Aujourd'hui, on peut se tourner désormais vers la nouvelle banque, du moins la BRICS, qui s'appelle la nouvelle banque de développement. Et il y a le FMI. Voilà, peut-être on aura l'occasion d'échanger. Alors, pour vous, c'est le remède contre les maux du continent. On va voir si M. Wad y partage votre avis. Et à votre avis, est-ce que réellement c'est une solution contre les maux que connaît le continent africain? Alors, je m'interroge toujours sur les BRICS. Est-ce une alternative au monde dominé justement par les institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, au cadre de Houston, à ces institutions, il faut ajouter la BERD et l'OCDE. Cela m'oblige à revenir au début, aux origines. D'où viennent les BRICS? Bien sûr, vous le savez, c'était une analyse de Goldman Sachs. Jim O'Neill, l'économiste voilà, Jim O'Neill. un économiste en 2001. Donc, il avait prédit qu'il y a 4 pays qui vont être prépondérants dans l'économie mondiale à partir de 2050. Et ces 4 pays, c'était sans surprise le Brésil, l'Inde, la Chine et la Russie. En 2006, ces pays se sont constitués donc en un club informel, qu'il est toujours d'ailleurs, puisque jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas les critères d'adhésion, on ne connaît pas vraiment la procédure aussi, ce qui fait que des pays comme le Sénégal et autres ont été invités à aller en Afrique du Sud, mais sans plus, puisque finalement c'est Cyril Ramaphosa, un grand ordonnateur, qui a prononcé l'absolution et qui a invité 6 nouveaux pays. Sur quels critères, on ne sait pas, à venir adhérer. Ça, c'est dans. De deux, quand vous parlez, chers rivaux, d'alternatives aux institutions de Bretton Woods, ça me fait sourire parce que je sais que la Banque des BRICS, elle a été créée en 2014 avec un capital de 250 milliards de dollars, dont 100 libérés. Mais aujourd'hui, je ne connais pas d'opération de financement vraiment par la Banque des BRICS. On a l'impression que c'est plutôt ornemental. Deuxièmement, pour vraiment faire concurrence au FMI et à la Banque mondiale, il faudrait plus qu'une banque des BRICS, il faudrait tout un système avec une monnaie comme le dollar. Et là, on a vu
qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud? C'est le renoncement à une monnaie des BRICS. On a reculé, pas d'un pas, mais de plusieurs pas. Au final, donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des BRICS, mais sans les instruments, sans la banque, sans la monnaie, sans le système de transfert et de compensation comme le SWIFT. Nous avons quelque chose de très ornemental et qui, au lieu d'approfondir en créant de nouveaux instruments, on élargit en créant donc plus de confusion. Et dans cette confusion, on voit 6 nouveaux membres dans 2 grands pays africains, l'Éthiopie et son grand barrage de la Renaissance, suis-je tenté de dire, et de l'autre côté, l'Égypte, qui est d'ailleurs en conflit avec l'Éthiopie sur ce barrage de la Renaissance, et qui a le barrage d'Assouan, qui viennent adhérer. Pour quel but? Est-ce pour l'Afrique? Est-ce juste parce que c'est un club qui est à la mode? Donc pour moi, les BRICS, c'est tout en ce moment, sauf une alternative. Mais gardons-nous que ça se transforme encore une fois en un nouveau G77. Vous vous rappelez de ce groupe des non-alignés? Donc j'ai l'impression qu'on est en train de recréer le G77. Peut-être, est-ce que je peux rebondir Bien sûr, alors, bien sûr. Adama, effectivement, on reproche à la nouvelle banque des BRICS comme quoi, en gros, il n'y a pas suffisamment de capital. Peut-être à l'heure non, pas de capital, mais surtout d'opération. Oui, mais c'est normal, Adama. C'est-à-dire que BRICS, ils sont que 6. C'est-à-dire B-R-I-C-S. Ils sont que 5. Ils sont que 5. Voilà, bientôt, ils vont être rejoints par 6 pays. Et puis 23 pays. Très bien. Donc, le plus grand contributeur de BRICS, c'est la Chine. Donc, ils sont que 5 pays. Quand tu le compares par rapport au FMI, on est quasiment plus de 190 pays dans le monde. Chacun contribue en fait une quote-part. Donc, quand tu dis oui, nous sommes au début, ouais, je confirme, nous sommes au début. Mais ce qui est intéressant avec le BRICS, c'est quoi? C'est ça, en fait, je pense qui est surtout intéressant, c'est que il y a, pendant très longtemps, une fois encore, comme je l'ai dit au départ, on n'avait qu'un seul choix. Et quand, en général, quand une institution, quand une entreprise, ou peu importe, quand vous avez le monopole, vous imposez en fait votre point de vue. C'est-à-dire que le FMI, pourquoi les gens, comment dirais-je, à chercher à trouver une alternative au FMI? Parce que le FMI, en général, lorsqu'ils vous prêtent, ils vous imposent leurs conditions. Et en général, c'est des conditions en termes de restrictions, ajustement structurel, le fameux ajustement structurel. Ils coupent dans le budget. Là, récemment, avec le Nigeria, quand le président Tinubu est arrivé au pouvoir, il a juste en fait laissé, il a abandonné, par exemple, les subventions, du moins sur les carburants, qui a créé une inflation actuellement énorme au Nigeria. Mais ça, c'est quoi? Ça vient d'où? Parce que le FMI, parce que le Nigeria, ils ont quelques difficultés. Ils veulent une demande du moins du FMI, et le FMI vous demande, écoutez, il faut que vous fassiez ça. Mais le BRICS, la banque de BRICS, l'intervention de BRICS, en tout cas ce que j'ai compris justement, c'est qu'on enlève cet empiétinement de la souveraineté des États. Et je trouve ça très intéressant en fait. C'est ça en fait que je voulais dire par rapport à l'intervention d'Adama. Et je dirais, nous sommes au début, Adama. On ne sait pas encore. Effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est un balbutiement, ouais, comme toute chose demain qui démarre, hein, on teste, on regarde. Mais ce que je constate juste, c'est que, bizarrement, comme tu dis, oui, il ne faut pas que ce soit des G77, des pays non alignés. Mais paradoxalement, quand tu regardes bien les personnes, du moins des pays qui veulent y adhérer, mais on y va tout droit. Pourquoi? Une fois encore, c'est ça la question qu'il faut qu'on se pose. Pourquoi? Parce que, tout simplement, parce que l'offre du FMI ne satisfait pas. Ne satisfait pas. C'est ça, en fait, le point. Et je trouve que c'est intéressant. Donc, je ne partage pas l'opinion d'Adama de dire que c'est quelque chose, peut-être, moi je le sentis un petit peu, qui va peut-être tout droit vers l'échec. C'est ça, moi si j'ai compris ce que tu as dit. Mais... Pas vers l'échec, mais plutôt vers un élargissement démocratique qui nous rappelle le bon vieux G77 plus la Chine. Alors, nous restons avec vous. Et donc, nous parlons de ce club des économies émergentes. Mais que gagne, au final, l'Afrique à adhérer dans le nouvel ensemble? Analysons un peu pourquoi le BRICS aujourd'hui est devenu, ça s'est accéléré. Je pense que c'est véritablement la guerre en Ukraine. Avant, tout le monde se satisfait de la situation, d'accord? Personne n'a jamais osé remettre en question la prédominance du dollar dans les échanges mondiaux. Tous ceux qui se sont essayés, là, voilà, tout le monde a compris les conséquences. C'est-à-dire que les Américains, soit ils vous tuent, ou soit ils vous étouffent économiquement. C'est ça, d'accord? Donc, les dernières en date, c'était Kadhafi. Kadhafi, il voulait mettre en place une nouvelle monnaie, justement, pour concurrencer le dollar. Rappelons-nous également la guerre en Irak.
Qu'est-ce qui a fait qu'on appelle ça qui est-ce qui a véritablement perdu Saddam Hussein? C'est pas tellement le fait qu'il a envahi Koweït, peut-être beaucoup de nos téléspectateurs peut-être ne le savent pas. C'est le fait qu'il a décidé d'échanger son pétrole avec l'euro. Ça, les Américains n'aiment pas. Bien. Donc, avec la guerre en Ukraine, le monde en fait a constaté qu'en fait il y a un monde en deux. C'est-à-dire que le monde s'est divisé en deux. C'est-à-dire que l'Occident, porté par les Américains, et le reste du monde. Aujourd'hui incarné par la Chine et la Russie. Bien. Ce nouveau monde s'est dit, mais écoutez, il y a quelque chose en fait qui se passe. L'Occident prend part pour une partie. L'autre partie essaie de faire valoir son point de vue. Ils ont dit non, ça ne nous intéresse pas, vous devez faire que. Ce qui a toujours été le cas en gros. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On va sanctionner la Russie. On va faire en sorte que l'économie russe, avec une citation d'un ministre français, on va mettre leur économie à genoux. Quand même, les autres pays regardent. Nous autres, en Afrique, on regarde. Les entrepreneurs regardent. Mais qu'a-t-il fait la Russie? On regarde. Forcément, après, c'est la guerre des informations. Pour, contre. Mais on regarde de manière objective. Chaque parti, certainement, a ses torts, mais comme chaque parti a ses raisons. Donc, depuis, les Russes, portés par les Russes, ils ont coupé le SWIFT aux Russes. Le SWIFT, c'est le système de virements internationaux. Donc ça, c'est pour nos téléspectateurs. Donc, depuis 2001, par exemple, depuis l'attentat du 11 septembre, la CIA a un droit de regard sur toutes les transactions du monde entier. Ils vous écoutent sans souci, en fait. À un moment donné, quand même, vous êtes souverain, vous faites vos opérations. En quoi qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut regarder vos opérations et que vous ne pouvez pas regarder les opérations qu'ils font? Et je pense que vraiment, depuis la guerre en Ukraine, le monde a pris conscience qu'il faut que ça change. Et porté par la Russie. Et c'est dans ce monde que ça change, en fait, je pense que le BRICS a véritablement en fait, donné un intérêt, parce qu'aujourd'hui, le BRICS remet véritablement en, fait, en question le dollar. C'est-à-dire que les gens disent, OK, nous, on veut continuer à échanger, mais non plus exclusivement en dollars. C'est ça le discours du BRICS. C'est-à-dire que, d'après, peut-être Adama me corrigera, ils n'ont pas vocation à créer comme le FMI du DTS, les droits des tirages spéciaux, ils n'ont pas dit, mais justement dit, OK, on va échanger désormais dans nos monnaies locales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque l'Argentine commerce avec la Chine, ce qui est le cas, ils payent finalement en monnaie, c'est quoi déjà la monnaie argentine, le pesos argentin, ils payent en pesos, d'accord, et la Chine accepte. Or, avant, vous étiez obligé d'acheter, du moins de passer par le dollar. C'est ça en gros en fait. Donc ce que je dis juste par là, c'est que pour moi, le BRICS, c'est ça. C'est-à-dire qu'une alternative pour pouvoir en fait mieux commercer, mieux discuter et non plus quelque chose en fait d'un système auparavant où il y a un pays hyper dominant et qui vous impose en fait sa volonté. Pour vous, l'adhésion des pays africains permettrait aux Africains de mieux commercer. Donc on va voir si... Je ne sais pas s'ils vont mieux commercer, mais déjà ça nous donne une alternative parce que vous voyez, comme nous sommes au début, on n'a pas d'historique encore, mais on pense que oui, parce que on aura désormais le choix. C'est ça l'objectif en tout cas. D'accord. Vous le disiez tout à l'heure, une banque inactive depuis plus de 8 ans. Que gagnerait le continent africain à adhérer à ce nouvel ensemble? Alors, sur le plan théorique, si jamais la banque est active, effectivement, c'est une alternative, c'est de nouvelles sources de financement, c'est des fonds additionnels potentiellement. Si elle est active. Hein? Si elle est active pour l'Afrique. Maintenant, le problème des BRICS, comme je le disais tantôt, c'est que nous n'avons ni une cohérence économique et encore moins une cohérence politique. Parce que vous parliez de la guerre en Ukraine. Les BRICS n'ont pas le même point de vue par rapport à cette guerre. Vous avez un pays comme la Chine, c'est le grand non aligné du monde, c'est un pays vraiment très confucien dans son approche des relations internationales qui n'intervient pas. La Russie, c'est elle la partie au conflit dans ce qu'elle appelle l'opération spéciale et elle est embourbée aujourd'hui par cette petite Ukraine. Au début, en février 2022, on croyait que la Russie allait en faire une bouchée, mais la réalité est beaucoup plus amère pour Moscou. Vous avez aussi l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est le tango, ou bien la samba, ou la salsa, ou la rumba congolaise, puisqu'on ne sait plus sur quel pied danser avec Cyril Ramaphosa par rapport à ce conflit. Tantôt, oui, on est avec la Russie, tantôt, non, quand on est à Washington, on dit non. Mais finalement, nous Africains, je pense que pays décolonisés,
ce serait quand même drôle qu'on soutienne une colonisation ou bien une intrusion par la force d'un pays à un autre. Mais, alors là c'était juste une parenthèse, oui, puisque la question c'est qu'est-ce que gagne l'Afrique? C'est intéressant. La question, c'était qu'est-ce que gagne notre chère Afrique en adhérant au BRICS? D'après ce que je vois, c'est une adhésion en bande dispersée. Vous avez l'Afrique du Sud qui avait adhéré avant, et c'était le pays le plus petit dénominateur commun, d'ailleurs, par la taille de son PIB, 406, qui représente Epsilon par rapport à la Chine avec 18 000 milliards de dollars et qui fait pratiquement 69% des pays des BRICS. Donc, c'est une union très inégalitaire. Deuxièmement, là, l'Égypte qui adhère, mais c'est au nom de l'Égypte. Au nom de l'Égypte. L'Éthiopie, c'est au nom de l'Éthiopie. Et comme je vous l'ai dit, l'Égypte et l'Éthiopie ne sont pas les meilleurs amis du monde. Donc c'est parti encore pour reproduire les inégalités africaines, pour nous exposer à la place du monde. Et moi, en tant que moudjahid du panafricanisme, parce que je m'en réclame en dépit, envers et contre tous. En tant que moudjahid du panafricanisme, je me dis, avant d'aller vers les BRICS, réglons d'abord notre ZLECA, zone de libre-échange continentale, unifions nos forces, définissons une vision du monde. Et puis, quand nous aurons créé ce vaste ensemble, ce marché de 1,4 milliard de consommateurs, nous serons assez forts pour aller peser dans les BRICS et même dans d'autres unions. Parce qu'il n'y a pas que les BRICS, il n'y a pas que les Américains. Vous avez aussi le groupe de Shanghai, qui a presque la taille des BRICS avec 10 pays, dont la Chine aussi est membre et qui pèse 70%. Vous avez aussi le G20 qui se réunit d'ailleurs demain en Inde avec comme grand absent la Chine qui ne s'entend pas avec l'Inde. Donc c'est pour vous dire que vraiment les BRICS qui est une création américaine, s'opposer à l'Amérique, ça m'étonnerait. Il faudrait un peu beaucoup plus pour que l'hégémonie américaine, que je ne défends pas, mais que je constate, puisse être remise en question. Alors, mais justement, je voulais réagir par rapport au propos d'Adama, par rapport à l'Afrique du Sud. Je trouve que c'est intéressant ta remarque, Adama. Justement, l'Afrique du Sud, je trouve que quand il va aux États-Unis, il défend ses intérêts. Et quand il va aux BRICS, effectivement, il défend ses intérêts. Ce qui est normal d'ailleurs. Ce qui est normal. Mais avant le BRICS, qu'est-ce qu'il y avait? Une fois encore, dans le parti monopole, quand vous savez qu'il n'y a qu'un seul choix, vous n'avez pas d'autre choix que d'écouter ce qui sont là-bas. Et je trouve ça intéressant justement que peut-être les autres pays africains devraient prendre l'exemple de l'Afrique du Sud en disant, écoutez, maintenant, on doit commencer à défendre véritablement nos intérêts. Parce que finalement, pendant très longtemps, quand vous regardez bien, on nous a toujours fait croire, nous, Africains, que c'est systématiquement nous, en fait, du moins, qui avons besoin des autres. Que non, que finalement, il n'y a que nous. Or que finalement, aujourd'hui, on constate pertinemment qu'effectivement, aujourd'hui, c'est le contraire. Tout le monde a besoin de tout le monde. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, juste par rapport à Adama, tout à l'heure, effectivement, l'opération spéciale des Russes. Pourquoi ils sont bourbes? Les gens, je pense qu'ils ont l'impression de doubler quelque chose. Si c'était juste l'Ukraine, la guerre était pliée depuis très longtemps. Mais c'est l'OTAN, en fait. L'OTAN, c'est composé de combien de pays? Je ne sais plus combien, 15 ou 20 pays. Donc, en fait, vous avez 20 pays contre un pays. En sachant que les pays, de jour en jour, font escalader, en fait, demain les choses. Donc, c'est normal qu'ils sont bourbes. Je ferme la parenthèse. Donc, ce n'est pas la Russie contre l'Ukraine, mais c'est la Russie contre l'OTAN. Ça, c'est admis, c'est validé. Ce n'est pas quelque chose, en fait, demain qui est en l'air. Maintenant, par rapport à l'Afrique, parce que ta question, c'est quel est le bénéfice, en gros, demain, par rapport aux pays africains? Et je suis d'accord avec Adama. Effectivement, on doit se poser cette question-là. Comment on va approcher? Est-ce qu'on va d'abord développer notre zone d'influence à nous d'abord, via le ZLECA, ou on va directement aller vers une institution internationale? Mais comme je disais tout à l'heure, la vision de BRICS, c'est quoi? Tel que moi je l'ai compris, c'est qu'on a une nouvelle vision du monde. Aujourd'hui, on prend l'ONU, le Conseil de sécurité, qui était issu de la Deuxième Guerre mondiale, la victoire de l'accord de Yalta. Les gens qui siègent, d'ailleurs c'est une demande des BRICS, ils disent, ok, nous quasiment aujourd'hui, on représente quasiment la moitié de la population mondiale. On représente 41% du PIB, c'est-à-dire la production de richesse au monde. Aucun, à part la Russie, aucun des pays, à part la Russie et la Chine, les autres pays en fait cités, ils ne sont pas représentés au niveau du Conseil de sécurité en fait des Nations Unies. C'était quelque chose, c'est une attribution qui était faite à l'issue de la guerre. Donc les 5 pays qui ont gagné la guerre, donc les États-Unis, l'Angleterre, la France, grâce à De Gaulle, ça quand même, parce que Churchill n'en voulait pas, et ça c'est voilà, De Gaulle, la Chine
et la Russie. Donc, aujourd'hui, je trouve que effectivement, on doit revoir, ne fût-ce que ça. Mais quand vous dites ça, ceux qui sont en place, ils ne veulent pas en fait rien entendre. Ça, c'est d'une. Deux, avec le droit de veto. Regardez ce qui se passe. Quand les Américains mettent leur veto, quand les Français mettent leur veto, ou du moins quand les autres mettent leur veto, il n'y a rien qui se passe en fait. Or qu'il y a beaucoup de choses, du moins qui doivent quand même faire en sorte que... Regardez par exemple ce qui s'est passé avec la Libye. Les Russes se sont abstenus. Quand on a amené devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, comme quoi il fallait bombarder Libye parce que pour les raisons mensongères en fait qui étaient faites, les Russes, ils ont dit de toute façon, ils se sont abstenus, et d'ailleurs Lavrov l'avait dit, on ne le reprendrait plus. On ne le reprendrait plus. Donc, le BRICS, pour moi, c'est une vision. Je trouve qu'au-delà de peut-être pour répondre à la question, c'est d'abord une vision, du moins d'un nouveau monde. Est-ce qu'on veut ce monde multipolaire, parce que ça c'est le mot souvent utilisé, est-ce qu'on veut, c'est-à-dire que chaque point de vue compte? Parce que c'est ça, quand vous regardez la Charte des Nations Unies, un pays, une voix. Un pays, une voix. Mais si c'est un pays, une voix, donc techniquement, tous les pays doivent être membres du moins du Conseil de sécurité. Or qu'aujourd'hui, le Gabon, Madagascar, le Sénégal, les pays, le Mali ou le Bénin, le Togo, ce sont des pays quand même qui ont des points de vue à faire valoir. Mais quand vous n'êtes pas membre du Conseil de sécurité, en fait, vos voix ne comptent pas. Et je trouve que l'ère instituée par les BRICS, justement, va dans ce sens-là. C'est-à-dire que pour que nous ayons le choix. Maintenant, donc, et puis je finis dessus, par rapport à l'Afrique, je trouve que adhérer à ce type d'institution qui partagent la même vision que nous, je trouve que c'est salutaire déjà d'une part, et peut-être justement ça nous donne la base pour monter en fait de moins ce que nous voulons au niveau régional. Pour vous, l'adhésion des pays africains au BRICS est une nouvelle porte qui s'ouvre pour le continent. Qu'en est-il pour la ZLECA? Mais ça va, en fait, l'un n'empêche pas l'autre pour moi. Au contraire, justement, on a besoin d'une... Regardez, si on met les ZLECA en place, et que c'est quelque chose en fait qui va être torpillé par la Banque mondiale. Les Africains peinent à mettre sur pied la ZLECAf, mais ils vont vers les BRICS. Mais justement, c'est-à-dire que en fait, il y a deux choses. ZLECAf, c'est une zone de libre-échange. Donc là, on parle de business. Là, on parle de commerce. Là, on parle. Je trouve que les BRICS, avant tout, d'abord, c'est une institution qui a vocation à offrir une nouvelle offre, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport au système actuel, qui est le système des Nations Unies, qui est le système du moins du FMI ou du moins le système des banques mondiales. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on a d'abord mis en place les Nations Unies, ensuite, on a créé des instruments financiers pour garantir la stabilité macroéconomique des États et pour lutter contre la pauvreté, la Banque mondiale et le FMI. Et je trouve que justement cette impulsion, ils n'ont pas encore dit qu'ils vont remplacer les Nations Unies, hein, mais je pense que ça ne va plus tarder, du moins si ça continue. Une nouvelle offre d'institutions internationales d'abord, parce qu'on ne fait pas d'échange en fait au niveau des BRICS, d'accord? Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre en fait. Donc c'est une nouvelle institution qui sera créée avec une vision. On n'adhère pas. Peut-être il y a des gens, vous voyez, il y a peut-être, je sais pas, il y a 54 pays, je crois, qui veulent adhérer. Adama disait au début de l'émission qu'il y a 190 pays, et donc il y a 140 pays, du moins peut-être qui veulent rester avec l'ancien modèle. Mais je trouvais juste intéressant qu'il y a une nouvelle offre. Et pour nous, Africains, l'un vraiment n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement adhérer à ça pour avoir une vue du monde multipolaire et tout en construisant, en fait, de moins ce que nous devons faire avec la ZLECAf. Les BRICS en pleine expansion, mais quel est aujourd'hui le poids de cet ensemble dans les relations internationales, dans l'économie mondiale? Je pense que c'est 44% du PIB, mais à ce grand ensemble, moi j'opposerai toujours le G20, qui est constitué de 20 pays et qui vient d'accepter, je pense que ce sera entériné à New Delhi, l'adhésion de l'Union africaine en tant que membre. Ça sonne très fort parce que justement la ZLECAf n'est qu'un instrument d'une union politique qui exprime des ambitions très anciennes qui sont celles de parvenir en 2063 à une Afrique unie. Parce que je ne vois pas d'autre alternative, en tout cas, si on rêve un jour de pouvoir transformer nos immenses retards en quelque chose, en opportunité de croissance, de création d'emplois et de prospérité.
pour les jeunes Africains. Oui. Parce que pour se développer, il y a deux choses. Soit vous avez un avantage technologique, nous ne l'avons pas. Vous êtes en avance sur une certaine discipline dans certains domaines, mais je pense que ce n'est pas le cas. Et quand je vois dans l'histoire du développement économique, depuis le XVIe siècle à ce jour, en dehors des pays industrialisés, qui étaient, juste après la révolution industrielle, l'Europe, le bassin anglo-allemand et français, c'est les États-Unis. Mais comment les États-Unis se sont-ils développés? Il y a le grand économiste Adam Smith qui leur avait dit « Ne vous industrialisez pas. Vous êtes exportateur de tabac, eh bien, contentez-vous d'exporter du tabac, c'est beaucoup mieux pour vous. » Au XIXe siècle, les Américains ont dit non, ce n'est pas mieux pour nous. Ils ont entrepris de grands travaux. Le plus grand chemin de fer, le plus long au monde à l'époque, et ça a créé des besoins de créer donc un système financier, ainsi la Réserve fédérale. Ça a créé des interconnexions entre le Nord et le Sud qui était fermier, esclavagiste, etc., et le Nord qui était industriel. Donc ça a créé des connexions et un immense marché qui avait poussé même certains à penser que l'Amérique pouvait vivre en autarcie. Ça, c'est le 19e, 20e siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'Amérique. L'autre grande réussite, c'est la Chine. Le levier que la Chine a utilisé, c'était le levier démographique. Et l'Afrique... Donc tu vois, donc on peut rattraper le développement pas uniquement sur la technologie. Nous n'avons pas le levier technologique. Nous avons le levier démographique. Mais pour que le levier démographique soit utilisé par les Africains, il faudrait une union. Il faudrait donc parachever cette union africaine sans barrière par rapport aux facteurs de production. Mais comme peut-être, restons d'abord sur l'Union africaine déjà. Voilà, c'est ça, l'Union africaine. Je souscris ce que tu dis, Adama, mais l'Union africaine déjà, c'est-à-dire qu'effectivement, là, tu étais content le fait que le G20 nous accueille, l'Union africaine. Mais l'Union africaine déjà quand même, il faut que peut-être nos téléspectateurs le sachent. C'est-à-dire que comment veux-tu qu'on nous respecte? On est incapable de construire nos bâtiments. Les bâtiments de l'Union africaine à Addis Abeba, c'est construit par les Chinois. Par les Chinois. Une partie du budget de l'Union africaine, c'est donné par les Européens. 60% et plus. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire que vous êtes à la maison, vous avez une maison. En fait, c'est vos voisins qui vous ramènent en fait à manger à la maison et c'est le voisin en fait d'en face demain. On n'a pas suivi les enseignements de Joseph Kizerbo qui disait qu'on n'est pas mieux que sur Sarnat. Oui, mais c'est pour ça. En fait, dormir sur Sarnat. C'est que je Donc, dis, par rapport au G20, Rivo, le vrai problème, le G20 par rapport au BRICS, le G20 c'est 80% du PIB mondial. Le BRICS c'est seulement 44%. Oui, mais le G20 est beaucoup plus pragmatique parce que le G20 s'occupe des questions de finances. Oui, mais les stars du G20, c'est le gouverneur de Banque centrale et le ministère des Finances. Et on traite des problématiques concrètes. On n'est pas dans la grande évangélisation du monde sur l'anti-américanisme primaire. Non, c'est pas l'anti-américanisme. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est pas l'anti-américanisme. Pragmatique. De comment améliorer les échanges mondiaux, comment rééquilibrer les rapports, même si effectivement c'est laborieux. Le G20 aussi est créé depuis 2001. Mais pour finir, revenons à l'Afrique. Il faudrait effectivement, on n'a pas le choix, que l'Union africaine puisse être un acteur à part entière. Nouveau modèle, et pas avec le modèle actuel, c'est ça justement mon point. C'est quoi le nouveau modèle? Le nouveau modèle déjà, c'est qu'il faut qu'on s'assume. Est-ce que c'est même imaginable? De quelle manière? Oui, déjà en termes de budget. Déjà en termes de budget. Arrêtez, c'est-à-dire que... la taxe Kagame. Non mais arrêtez, c'est-à-dire que est-ce que c'est concevable par exemple qu'aujourd'hui l'Union européenne soit financée par la Chine? Réfléchissons 2 secondes. Je pense que tous nos téléspectateurs, du moins, ils disent non, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que aujourd'hui, c'est envisageable que les Américains soient financés par l'Union européenne? Pourquoi il n'y a que nous? C'est-à-dire que nous avons des États, il y a des matières premières, il y a tout en fait. Alors on a décidé que 0,2% du commerce extérieur serve justement à financer le budget. Le problème, c'est que seuls une dizaine de pays ont institué cette taxe. C'est la taxe Kagame ou la taxe Kaberuka. Mais c'est très bien. Demain, c'est un bon début. Et malheureusement, il faut qu'au niveau des nations, parce que moi je pense que les vrais freins sont au niveau national. Oui, mais les nations, il faut les nommer. Au niveau des pays, il faudrait une volonté politique beaucoup plus forte. Adama,
Mais à Addis Abeba, vous allez à Addis Abeba, mais là, tout le monde est panafricaniste. Oui, mais mettons des mots. C'est-à-dire que les volontés des États, mais les États, c'est composé par des personnes, Adama. Il y a bien du moins un chef d'État qui est là. Non, je ne suis pas d'accord. Je prends juste... Non, je ne suis pas d'accord, Ivo. À quel niveau? Les États sont commandés par les intérêts. Si vous prenez un pays comme, un exemple, Burkina Faso, vous allez voir que 40% de son budget est financé par la douane. Donc, oui. 10 jours au lendemain, amener ce pays à démanteler sa douane pour adhérer à la ZLECA, bien sûr en raccourci, l'amener à faire cela, il faudrait une volonté politique. Il y a des réformes, il y a des accompagnements dans le cadre de la ZLECA. Mais moi, je suis d'abord sur l'Union africaine, Adama. C'est-à-dire que moi, je suis d'abord sur la contribution au budget. C'est-à-dire que, est-ce que c'est compliqué pour nos États, pour nos chefs d'État, de dire, OK, il y a quelque chose qui est là et que pour notre crédibilité, nous devons d'abord, finalement, envoyer de l'argent. Est-ce que c'est compliqué? C'est 0,2%. Oui. Malheureusement. C'est sur tout produit importé. Mais, et c'est 0,2%, selon le concepteur, qui c'est l'ancien président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, ces 0,2% servirait largement à financer l'Union africaine. Et malheureusement, les États... Seule une dizaine de pays ont entériné justement cette grande décision. Donc, encore une fois, c'est là où je disais, c'est au niveau des États qu'il y a des freins. Et les freins, c'est pas... il y a certes la volonté politique, mais il y a les intérêts des États. Les États ont du mal à se défaire de leur système de fonctionnement qui repose sur la douane et sur les impôts. Donc, 10 jours au lendemain, les amener à renoncer, par exemple, à certaines taxes, c'est très difficile s'il n'y a pas d'alternative sérieuse et crédible. Donc, c'est ce qui fait que beaucoup de pays, à Addis Abeba, ils plaident, ils votent, ils entérinent. Et une fois de retour dans les capitales, ils sont confrontés aux réalités immédiates. Alors revenons aux BRICS. Tout à l'heure, M. Wade, vous faisiez la comparaison entre les BRICS et le G20. Et là, vous disiez que le G20 est plus pragmatique. Alors je vais me tourner du côté de M. Ratimandrezi. Est-ce à dire aujourd'hui que les BRICS ne sont pas autant pragmatiques que le G20? Mais j'attends toujours en fait qu'Adama me démontre en quoi les G20 sont plus pragmatiques que les BRICS. Attends, je te laisse répondre tout à l'heure. Pour moi, peut-être là où Adama n'aime pas, c'est que le G20, pour moi, ça reste toujours les mêmes initiatives. G7, G20, je pense qu'il y a aussi un G8, bref. C'est toujours les mêmes, en fait, du moins qui initient. Et comme Adama dit, je suis d'accord avec toi, c'est le fait que les États défendent leurs intérêts. Quand eux, ils organisent le G20, c'est quoi? C'est pour circonscrire, en fait, du moins leurs intérêts, pour dire qui peut rentrer, qui ne peut pas rentrer. C'est nous qui décidons. Toi, tu es émergent, toi, tu n'es pas encore émergent, tu es encore sous-développé. C'est ça, en fait, en gros, ce qui se passe. Et c'est là où je trouve justement que cette initiative, pourquoi cette initiative déplaît tant? À qui il déplaît concrètement? Parce qu'il faut nommer les choses par leur nom. Il déplaît à l'Occident. Pourquoi? Parce que pour la première fois, depuis peut-être une cinquantaine d'années, ils n'ont plus l'initiative. C'est-à-dire qu'ils ont toujours été G7, G20, G8, Davos. C'est systématiquement eux, en fait, qui, d'ailleurs, Adama l'a rappelé au début, le mot pays émergent. C'est un économiste, du moins qui travaillait pour la banque d'affaires Goldman Sachs, Jim O'Neill, qui l'avait inventé dans les années 2000. Et pourquoi il l'a inventé dans les années 2000? C'est pour faire plus d'argent, parce qu'ils avaient un flux d'argent. Ils voyaient que nous sommes en l'an 2000, crise économique, et ils cherchaient en gros des alternatives en termes de placement. Donc, ils ont dit, tiens, ça serait pas mal si on invente une catégorie, donc ils appellent ça le frontier market en anglais, pour dire, OK, ça serait bien de mettre l'argent là-bas pour que, du moins, diversifier en gros, du moins, votre investissement. Bien. Et je trouve vraiment, pour moi en tout cas, l'initiative de BRICS, Dominique, c'est bien parce que c'est pour démontrer aussi que tout le monde a l'initiative. Ce n'est pas quelque chose de monopole en fait. C'est-à-dire que l'Occident n'a pas le monopole, du moins des initiatives, quelque chose qui marche. On ne sait pas, hein, ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Mais ce que je trouve juste dommage, c'est que, vous voyez, il y a toute une machine qui se met en place pour décrédibiliser. Ils ne sont pas pragmatiques. Ils vont peut-être regrouper de moins plein de pays. On ne sait pas quels sont les critères. Mais laissez faire. Laissez. Il y a le choix désormais. Vous aimez, vous allez avec les BRICS. Vous n'aimez pas, vous continuez à aller avec l'ancien monde. Vous partagez cet avis? En fait, moi, je répondrai comme tout Africain. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds avec les BRICS? Mais comme la question est complexe, puisque les BRICS sont flous, les BRICS n'ont pas d'objet.
Il y a une banque, mais elle n'est pas encore fonctionnelle, après 9 ans. Et il faut souscrire ces 100 milliards. Quel pays africain va souscrire à ce capital à l'heure où on cherche plutôt à lever de l'argent? Tu as vu qu'on n'arrive pas à financer l'Union africaine. Déjà, je vous rappelle que la BAD, c'est en octobre 2019 qu'elle a ordonné la dernière grande augmentation de capital et jusqu'à présent, beaucoup de pays africains traînent. Oui, mais donc, sortir de l'argent pour aller les mettre dans la banque des BRICS, j'attendrai de voir l'Afrique du Sud d'abord et puis je vais voir l'Éthiopie et l'Égypte. L'Égypte qui est douloureusement aujourd'hui endettée et qui est l'un des pays les plus exposés au risque de défaut. Bon, par rapport à l'Afrique, il y a quelque chose de très important que Rivo a souligné. C'est le fait que nous sommes tous d'accord que l'hégémonie américaine, l'hégémonie du dollar, pose problème dans les relations, dans l'équilibre des relations internationales et particulièrement dans les relations économiques. C'est pourquoi la dédollarisation, c'est un acte qui a été posé par les BRICS. Mais lors de la dernière réunion, les BRICS ont reculé de plusieurs pas en arrière. Mais en Afrique, il y a des réflexions qui sont engagées. Parce que s'il y a un continent qui est victime de la dollarisation, c'est vraiment l'Afrique. Aujourd'hui, si vous êtes de Madagascar, je suis du Sénégal. Si je veux exporter mon arachide chez vous, cher Rivo, ma banque va s'adresser à ta banque à travers une banque correspondante qui est basée dans une zone dollarisée, que ce soit à New York ou même à Paris, et qui va être donc la banque correspondante. Les transactions vont se passer en dollars, c'est un gain pour cette banque parce que moi je n'ai que des CFA, ma banque n'a que des CFA, elle va acheter des dollars. Et en même temps, la correspondante banking va se rémunérer en termes de... c'est justement ça que elle va se rémunérer sur justement la transaction. Oui. C'est-à-dire, on est perdant à tous les coups. On vit en assèchement du dollar sur les marchés interbancaires africains. Il y a très peu de dollars, donc les pricing ont augmenté, liés au risque et consorts. En parlant du dollar, est-ce que pour vous, les BRICS, c'est une alternative sérieuse bien sûr. à l'hégémonie du dollar dans le commerce mondial? bien sûr, c'est devenu sérieuse. Regardez, qui sont membres du BRICS aujourd'hui? L'Arabie Saoudite est membre du BRICS désormais. Les Émirats Arabes Unis sont membres du BRICS désormais. L'Iran est membre du BRICS désormais. La Russie est membre du BRICS. Donc là, vous avez quasiment le cartel, le cartel de l'OPEP. C'est-à-dire que, voilà, vous avez quasiment le cartel de l'OPEP. Qu'est-ce qui a fait que le dollar est devenu si puissant? C'est à la sortie, du moins, de l'accord de Bretton Woods, 15 août 71, lorsque Nixon est venu à la télé, annoncer effectivement que désormais, le dollar n'est plus convertible en or. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains? Ils ont fait point et lié en imposant véritablement à l'Arabie Saoudite que l'échange, comme c'était le premier pays producteur du moins de l'or noir au monde, à ce que l'échange du pétrole, du moins de l'or noir, comme ça qu'on l'appelle, puisse se faire en dollars. C'est pour ça qu'on parle de pétrodollar. Bien. Chose avançant, la relation internationale désormais est devenue en fait dollarisée. Bien. Mais qu'est-ce qui pose? Ce n'est pas le dollar qui pose problème en fait. Mais c'est que les Américains utilisent jusqu'aujourd'hui le dollar comme un instrument de domination. Qu'est-ce qu'ils ont inventé derrière? Leur fameuse extraterritorialité. C'est-à-dire que le dollar est américain, mais c'est la monnaie du monde. Ils disent maintenant, je me fâche avec Dominique, d'accord? Je sanctionne Dominique. Mais ils savent pertinemment que Dominique, en fait, doit faire dans ses relations avec les autres pays passer par les dollars. Mais quand je te sanctionne, comme moi je suis américain, je te sanctionne, si tu utilises le dollar, donc le pays doit être sanctionné aussi. D'où, en fait? D'où? C'est ça aujourd'hui, du moins, qui pose problème à tout le monde. C'est-à-dire que les Américains, on voit bien avec le problème avec l'Iran. Ils sont sanctionnés. Beaucoup de banques ont été sanctionnées, dont BNP Paribas, payent beaucoup d'amendes parce qu'ils ont dit, OK, quand BNP Paribas, donc la banque française, a fait des échanges avec l'Iran, ils l'ont attrapé. Ils ont dit, OK, maintenant vous devez payer parce que ce pays-là, nous l'inscrivons comme un pays terroriste. C'est ça qui pose problème, en fait. Et je trouve que c'est salvateur. Et justement, Adama disait tout à l'heure, du moins avec les banques correspondantes, avec l'achat du dollar, mais on veut justement une alternative. C'est ça, en fait, que les gens veulent. Comme dit l'ancien gouverneur de la Fed, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Et c'est exactement ça, en gros, la chose. C'est-à-dire que nous, on ne veut plus, en fait, que du moins, que ce soit notre problème. Certes, c'est votre monnaie, mais on ne veut plus que ce soit notre problème. Et donc, le BRICS, aujourd'hui, le pétrole, l'Arabie Saoudite, désormais, échange le pétrole avec la Chine en rial et en renminbi, d'accord?
Ils échangent le gaz avec les Émirats Arabes Unis désormais échangent leur gaz avec d'autres pays avec leur monnaie. Et je trouve ça sain en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé d'avoir dans vos réserves en fait du dollar. Parce que pourquoi en fait le dollar est si bien portant? Peut-être Adama pourra mieux expliquer tout à l'heure. Parce que c'est juste en termes d'offre et la demande. Comme c'est la monnaie la plus demandée, d'accord, sur le marché, ben en fait, mais la monnaie, ben, elle est, comment dirais-je, elle est bien valorisée. Mais quand votre monnaie, personne n'en veut, les gens le liquident, vous êtes obligé de racheter votre propre monnaie pour garder en fait de moins sa valeur. Et donc, aujourd'hui, on considère le dollar comme une valeur refuge. Les Américains sont bien, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que c'est le monde entier qui finance leur déficit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand ils émettent du moins le T-bond ou du moins quand ils émettent des notes, etc. et tout, le monde entier en fait finance le déficit américain. Tout à fait. Techniquement, les Américains, mathématiquement, ils ne pourront plus jamais rembourser leurs dettes. Ils ont quasiment, je pense, du moins de mémoire, 41 trilliards. 41 000 milliards de dettes. Même, ouais, même peut-être pour nous autres, c'est juste... Voilà. Ça, c'est financé par qui? Essentiellement par les pays étrangers, parce que tout le monde doit avoir du dollar dans votre réserve d'échange. L'ensemble des banques centrales à travers le monde, vous devez avoir, comme notre BCAO, ils ont du dollar demain dans leur réserve, comme la banque, demain la BCA finalement en Afrique centrale, et comme le reste du moins des banques centrales. Et donc, je trouve que, pour revenir aux BRICS, c'est ça, je trouve, qui est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul pays qui tire profit de tout, en fait. C'est-à-dire que les autres disent, OK, si on veut commercer avec votre monnaie, on veut commercer avec d'une autre manière, qu'on puisse, en fait, regarder ensemble dans l'intérêt de tout le monde, et non plus dans l'intérêt d'un seul pays qui impose au reste du monde. Et si, une fois encore, quand je l'ai dit, si vous ne respectez pas, du moins, si vous ne suivez pas ce qu'ils vous disent, soit vous allez avoir des problèmes. Comme dit, je pense que c'est Kissinger, je finis dessus, qui disait, être ami des Américains, il dit c'est dangereux, mais être son ennemi, c'est fatal. Ou je ne sais plus l'inverse. Alors, M. Wade, pour vous, est-ce une alternative sérieuse à l'hégémonie du dollar? Écoutez, c'est un vœu, parce que, comme je vous l'ai dit, lors de la dernière réunion des BRICS, la question de la monnaie n'était même pas à l'ordre du jour. C'est pour vous dire que ce n'est pas aussi facile. Tout le monde le dit. Oui, il y a une hégémonie du dollar, c'est clair. Maintenant, en Afrique, il y a un instrument beaucoup plus modeste qui a été mis en place et qui est africain pour lutter contre cette hégémonie du dollar. C'est porté par une banque que je ne citerai pas. L'instrument s'appelle le PAPS, c'est Pan-African Settlement System, qui est mis en place, en fait, c'est une chambre de compensation entre monnaies africaines. Si, par exemple, on doit commercer ensemble, entre la Côte d'Ivoire, par exemple, et le Sénégal, il y a les émissions de dollars sont couvertes par cette chambre. Vous pouvez vous transacter dans votre monnaie locale et moi dans ma monnaie locale. Et il y a une chambre de compensation qui va, avec les banques centrales, faire ce qu'il faut pour que chacun rentre dans ses fonds. Et là, c'est un instrument, donc, il y a beaucoup de grandes banques africaines qui ont adhéré. Certaines banques centrales sont hésitantes pour des raisons diverses et variées, parce que la question des réserves de change est très sensible. D'autres sont très enthousiastes à cette idée. Je citerai par exemple la Banque centrale du Nigeria qui a adhéré. Et donc ça, c'est un embryon de réponse par rapport à ce que je dirais au fait que l'Afrique est vraiment en ce moment victime justement de cette ultra-dollarisation de l'économie mondiale. Parce que si on nous note le fameux risque africain, il est calculé sur quoi? Il est calculé sur tes réserves de change en dollars, pas sur ta capacité à rembourser, mais c'est sur ta capacité à rembourser en dollars. Ce qui fait que l'ensemble de nos pays est noté dans la catégorie B, B-, B+, qui est une catégorie spéculative. On n'est pas investment grade. Donc, l'opinion que le monde a de l'Afrique, c'est sa capacité à faire de la rétention de dollars. Quand on dit qu'ils ont 5-6 mois aujourd'hui d'importation, en réalité, c'est par rapport grandement au dollar et beaucoup plus, par exemple, par rapport à l'or qui est accepté, mais il faudrait que ça soit de l'or standardisé, visé, etc., à Lausanne et autres. Donc, ce qui fait que nous, on vit une sécheresse de dollars en ce moment.
On vit une pénurie de dollars, ce qui fait que beaucoup de pays ont du mal à faire des importations. Ça se fait à des coûts exorbitants. Et vraiment, et tout le monde se sert dessus. Toutes les grandes banques internationales gagnent beaucoup d'argent sur l'Afrique parce que l'Afrique est l'une des régions où avoir du dollar, c'est vraiment, il faut se saigner les deux veines pour cela. Alors, nous allons aborder la dernière question de ce grand débat avec vous et ensuite nous allons terminer avec M. Ratim Andrézy. Alors, vous disiez tout à l'heure que par rapport à la banque des BRICS, il faut 100 milliards. 100 milliards et l'Afrique déjà peine à financer même l'Union africaine. En fait, le capital est 100 milliards. Voilà, ils avaient annoncé 250 milliards au départ. Ils ont souscrit 100 milliards. Mais si vous voulez être membre de cette banque, il faudrait souscrire au capital. Même si pour les droits de vote, ils ont promis, et là on attend de voir plus d'éclaircissements, ils ont promis que ce serait à part égale, pas comme au FMI où, encore une fois, la voix des États-Unis est plus que prépondérante. Donc, parce que ceux qui contribuent le plus, donc ils ont plus de voix. Parce que c'est la loi du capital. Maintenant, ils veulent être très démocratiques et ils disent que même si vous souscrivez $1 moins à $100, on aura les mêmes voix. On attend de voir comment. Mais on rappelle seulement qu'il ne faut pas passer d'un monde unipolaire à un autre monde unipolaire. Parce que la Chine, elle pèse 70% des BRICS. Donc, si on veut créer un monde multipolaire, je pense qu'il faudrait beaucoup plus que des BRICS. Il faudrait justement ajouter beaucoup de grands ensembles, comme l'Union africaine, comme l'ASEAN, qui est l'association des pays de l'Asie du Sud-Est, d'ailleurs, qui est un bon cas d'école pour l'Union africaine, puisque là-bas, les échanges inter-ASEAN atteignent à 70%. Mais comment ajouter l'Union africaine déjà, qui peine déjà à se financer elle-même? Quand on parle d'un capital de 100 milliards. Pour le financement de l'Union africaine, moi je pense qu'on a hérité de notre art des années 60 quand on passait notre temps à faire jouer les rivalités entre l'Est et l'Ouest. C'est pourquoi nous avons obtenu que l'Union européenne, qui est pratiquement titulaire, qui a toujours été titulaire de l'Afrique, parce que l'Union européenne finance aujourd'hui pratiquement le budget de l'Union africaine, dans sa grande partie, et que d'un autre côté, très récemment d'ailleurs, la Chine a offert un cadeau, truffé de micros selon les Américains, à l'Union africaine en leur disant « nous allons vous construire un beau siège ». Donc c'est l'aide internationale, la coopération, c'est une mentalité. Depuis la fin des années 2010, il y a une réflexion pour que l'Union africaine, justement, soit indépendante par rapport à ses généreux amis. Et c'est pourquoi il y a une réflexion qui a été engagée par la Banque africaine de développement avec Donald Kaberuka, qui a mis en place une taxe qui est de 0,2% sur le commerce, les importations, les produits importés dans nos pays. Et ces 0,2% doivent être prélevés pour être reversés à l'Union africaine. Mais malheureusement, il n'y a qu'une dizaine de pays qui ont vraiment suivi, entériné ces taxes. C'est là encore, ça repose la question des freins. C'est là où je disais que les pays ne fonctionnent finalement que selon leurs intérêts immédiats. Vous êtes donc plutôt favorable à l'adhésion des pays africains au BRICS. Oui, mais une fois encore, Dominique, c'est-à-dire que nous sommes au début, en fait. C'est pour ça que je dis, c'est-à-dire quoi? C'est à peine 2 ans. Est-ce une excuse? Non, c'est absolument pas une excuse. Je te dis, c'est que la guerre en Ukraine, c'est quoi? Ça date de quand? Nous rentrons à notre première année, je sais plus, à la 2e année. Oui, mais personne, je dis, en fait, le fondement du BRICS, c'est quoi? C'est vraiment faire un monde multipolaire et on remet en question la prédominance du dollar dans le commerce mondial. C'est ça, en gros, le fondement du BRICS. Voilà. Là, je suis d'accord. Bien. Là, tu parlais tout à l'heure du fait que, est-ce que les pays africains vont pouvoir contribuer, libérer leur souscription, du moins leur cotisation, s'il y a, c'est par exemple ça, une question. Est-ce que pour adhérer au BRICS, est-ce qu'il faut payer une cotisation? Parce que, comme Adama l'a si bien dit, il y a le BRICS institution et ensuite il y a la banque. Les instruments, ouais. Voilà, les instruments financiers. Donc, à la banque, effectivement, oui, comme Adama dit, s'il y a un intérêt, aujourd'hui, pourquoi tout le monde a contribué au FMI? Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas entendu, bon, peut-être que tu es mieux informé que moi, que les gens sont en retard à leur cotisation au FMI. Tout le monde paye, en fait. Pourquoi tout le monde paye? Parce que quand tu as des problèmes comme le Ghana, tu as un défaut.
La première chose, en fait, c'est comme tous les créanciers. Les créanciers regardent d'abord, est-ce que vous avez d'abord payé vos cotisations? Donc, chacun a un intérêt. Donc, je ne me fais pas sur le fait que les pays africains vont libérer leur souscription en fait, au sein de cette nouvelle banque. Mais là où je te suis, Adama, c'est que les pays fonctionnent avec leur intérêt. Et je pense que ça va arriver. Quels sont les intérêts à ce que nos pays, donc nos pays c'est composé de quoi? C'est composé par des personnes physiques et composé par des PME, composé par des multinationales. Quels sont les intérêts de ces entreprises-là à ce que leur pays puisse pouvoir adhérer finalement à cette nouvelle banque des développement des BRICS ou à une nouvelle institution financière. Donc, je trouve juste que c'est intéressant d'avoir eu l'échange aujourd'hui, mais moi, je ne m'y fais pas. Le continent change. Le vent de changement qui est là, c'est inéluctable, c'est indéniable. Une fois encore, comme je l'ai dit au début de mon propos, je suis farouchement contre tout ce qui est monopole et duopole. Et c'est ce qu'on a eu jusque-là. Désormais, on va regarder quel est notre intérêt. Est-ce qu'on va continuer à libérer nos cotisations au niveau des FMI ou on va commencer finalement à switcher, c'est-à-dire qu'à changer notre cotisation vers une nouvelle institution? C'est comme une entreprise. Je vais à une banque A ou banque B. Jusque-là, j'avais le choix que demain d'être allé avec banque A. Taux, service médiocre. Maintenant, il y a une banque B qui est là. Je vais pouvoir avoir le choix désormais. Qu'est-ce que vous proposez? Maintenant, je vais là-bas ou je vais de l'autre côté. Et je trouve que c'est ça le nouveau. C'est ça le nouveau. Peut-être Adama est plus pour le schéma monopole, duopole que moi je combats. Pourtant, c'est un libéral. Hein. Non, je suis plutôt... On va le prendre comme le mot de la fin. Oui. Donc, on laisse M. Ouad maintenant également pour son mot de la fin. Exactement. On va remercier nos téléspectateurs. Alors, oui, on remercie par vraiment... rapport aux intérêts du continent africain adhéré au BRICS. Effectivement. En quelques mots. Effectivement, moi je pense que notre intérêt, effectivement, c'est un monde multipolaire, effectivement, mais pragmatique aussi. Il faut du pragmatisme. Les belles poésies d'une alternative mondiale, on les a entendues suffisamment. G77, pays non alignés, comment on appelle le groupe, la conférence de Bandung, etc. C'est bien. C'était une autre époque. Là, on rentre dans une ère où tout se paye cash. Et nous avons beaucoup d'urgences en Afrique, beaucoup de demandes de financement, une jeunesse vraiment à laquelle il faudra décider un avenir. Je suis d'accord. Mais d'où une alternative intéressante. Et la seule alternative, et là c'est mon mot de la fin en tant que fédaïne du panafricanisme. Quand tu es passé de Moudjahidine. Effectivement, fédaïne du panafricanisme. Il faudrait que ce qu'on décide à Addis Abeba soit concrétisé dans nos capitales respectives par des signatures et des ratifications. Parce qu'il faut aller vite. On n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. Il faudrait créer cette ZLECAf, ces instruments de la ZLECAf, dont justement ce système de compensation intermonnaies africaines, ouvrir nos marchés. Et on va réfléchir, est-ce qu'il faut adhérer au BRICS ou bien même au groupe de Shanghai ou comme au G20, le G7, bon, je pense qu'ils ont une durée de vie limitée puisque le G20 est en train d'absorber le G20. Et finalement, même le fameux siège africain au Conseil de sécurité de l'ONU ne me paraît pas d'une urgence fondamentale compte tenu des problématiques internes. C'est sur ces mots que nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du magazine Financial Afrique. Merci également à vous qui voyez en les BRICS une alternative pour le continent africain. Je rappelle que M. Rati Mondrezi, vous êtes CEO de la RDE, catalyseur des PME. Moi, j'aime bien dire le défenseur des PME. Okay. Merci Dominique, merci Adama. Merci beaucoup. Au revoir à nos téléspectateurs. Merci chers téléspectateurs et à la prochaine. Voilà, merci beaucoup également à vous pour la fidélité renouvelée à Financial Afrique. C'est tout pour le grand débat d'aujourd'hui. Nous vous disons à la semaine prochaine et passez un excellent week-end chez vous.